Bonjour, vous écoutez Radio Cessort, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 23 avril 2026. Au programme de ce Flash Info, le NCSC britannique publie au deuxième jour du Cyber UK 2026 une advisory conjointe avec 15 agences partenaires sous le Covert Networks lié à la Chine. Ces réseaux de edge device compromis exploités pour dissimuler des activités malveillantes d'acteurs pro-chinois, avec un focus sur le phénomène d'IOC Extensions. Canonical libère Ubuntu 26.04 LTS avec nom de code Resolute Raccoon, première LTS à basculer exclusivement sur Wayland avec la disparition définitive de les sections X11. Là, je prends un petit coup de vieux. Le Centre canadien pour la cybersécurité publie le bulletin AV26 379, relayant plusieurs avis de sécurité sur N8N, dont certaines critiques touchant notamment le MCP Client Registration, le MCP OAuth client et le Python Task Runner. Rapid7 documente Kyber, un nouveau ransomware déployé en deux variantes Windows et ESXi, dont la version Windows utilisant Kyber 1024, un algorithme de cryptographie post-quantique pour protéger les clés de chiffrement AES-CTR. Moonshoot AI publie Kimika 2.6, c'est un modèle d'open white de 1000 milliards de paramètres en architecture Mixture of Experts qui dévance Claude Opus 4.6 et GPT 5.4, d'après SWE Bench Pro. Deep Search QA et Terminal Bench 2.0 avec une fenêtre de contexte de 256 000 tokens. C'est à tester, c'est une tuerie. Ah, nos amis du NCSC britannique. Ils nous recommandent désormais aux consommateurs d'utiliser des passkeys comme méthode d'authentification de premier choix, établissant qu'elles offrent une résilience au moins équivalente à un mot de passe robuste combiné à une 2FA. Le First a publié un retour d'expérience de l'équipe du CIRT BS des Bahamas à l'approche du lancement officiel du CyberReef, son service dédié aux moyennes et grandes organisations couvrant threat intelligence ciblée, Digital Forensic Incident Response et déploiement de sondes TP-Pot Honeypot. Il va être long cet épisode. Selon une publication du NCSC, diffusée au deuxième jour de la conférence Cyber UK 2026, une advisory conjointe signée par le NCSC, son programme Cyber League et 15 agences partenaires de 9 pays détaille les tactiques des réseaux chinois liés vraiment essentiellement aux acteurs cybermalveillants chinois. Utilisés pour la majorité des acteurs pour dissimuler leurs activités malveillantes, ces réseaux reposent sur des edge devices compromis, des routeurs domestiques, des smart devices vulnérables comme les télévisions ou les caméras, exploités à grande échelle pour cibler des secteurs critiques, exfiltrer des données sensibles et maintenir des accès persistants. L'advisory pointe sur le phénomène d'IOC Extensions, où les indicateurs qui disparaissent aussi vite qu'ils sont découverts et impose une approche beaucoup plus adaptative. Le NCSC précise que ces covert networks sont créés et opérés par des Information Security Companies chinoises, bref, en un mot, des sociétés de cybersécurité. En septembre 2024, l'agence avait attribué à Integrity Technology Group le contrôle d'un botnet exploité par Flax Typhoon avant que le gouvernement britannique ne sanctionne la société ainsi qu'une autre entité chinoise en décembre 2025. Paul Chichester, directeur des opérations du NCSC, appelle les organisations à agir immédiatement. Il faut savoir que les co-signataires incluent l'ASD australien, le Cybercentre canadien, le BFV allemand, le BND allemand, le BSI, le NCO japonais, l'AIVD et le MVD néerlandais. Mais ce qu'on va trouver aussi, c'est le NCSC nouveau-zélandais, le CCN espagnol, le NCSC suédois, la CISA, le DC3, le FBI et la NSA. Par contre, on ne voit pas les Français. Ça doit être la langue. Alors, ils ont fait un second avis. En plus, ils ont été hyper actifs sur ce fameux salon de conférence, le Cyber UK, à Glasgow. Et l'agence a recommandé désormais aux consommateurs, au grand public, d'utiliser des passkeys comme méthode d'authentification de premier choix sur les services en ligne et aux entreprises de les proposer par défaut. L'agence cesse de recommander les mots de passe lorsque des passkeys sont disponibles. Un rapport technique publié ce même jour établit que les passkeys offrent une résilience au moins équivalente et généralement supérieure à la combinaison d'un mot de passe robuste avec une authentification à 2 facteurs. Le NCSC souligne que les connexions par passkey peuvent être jusqu'à 8 fois plus rapides qu'avec un nom d'utilisateur, mot de passe et 2SV, et qu'elles sont
hautement résistantes au phishing et ne peuvent être interceptées, rejouées ni devinées. Plusieurs fournisseurs majeurs supportent déjà les passkeys, dont Google, eBay et PayPal. Selon des informations publiées par Google, le Royaume-Uni est en tête de l'adoption mondiale avec plus de 50% des utilisateurs actifs des services. Google britannique dispose d'un passkey enregistré. C'est incroyable, hein. Il y a plus de la moitié de la population qui est déjà basculée là-dessus. Jonathan Ellison, directeur de la National Resilience du NCSC, indique que les contraintes techniques qui avaient motivé une recommandation prudente l'an dernier ont été levées par les progrès de l'industrie. Pour les services ne supportant pas encore les passkeys, le NCSC britannique continue de recommander l'usage d'un password manager et l'activation de la 2SV. Alors, c'est un article plus open source que cybersécurité, mais j'ai pris un petit coup au moral quand même. Canonical a mis à disposition à ce jour Ubuntu 26.04, comme quoi c'est bien enregistré le 23. Hein. Il a mis à jour le 26.04 LTS sous le nom de code Resolute Raccoon, avec un support standard jusqu'en avril 2031 et une extension jusqu'à avril 2036 via le Ubuntu Pro. Alors ça c'est du commercial, mais la distribution va embarquer le noyau Linux 6.2, susceptible d'être officiellement renommé en 7.0 avec un support natif des architectures Intel Nova Lake, AMD Zen 6 et Snapdragon X2. Et c'est l'environnement graphique qui passe à GNOME 50 avec un changement structurant côté sécurité. La session X11 disparaît définitivement des options de connexion. Ubuntu 26.04 est la première LTS à basculer exclusivement sur Wayland, ce qui renforce l'isolation graphique entre une application et supprime les vecteurs d'interception d'entrée historiquement associés à X11. Moi j'ai toujours connu X11, voilà. C'est le côté où... Sniff quoi. Wayland, berg. Je couperai ça au montage. La Logitech par défaut abandonne Totem et GNOME System Monitor au profit de Showtime et Resources basés sur GDK 4 et libWata, et les utilisateurs de la 24.04 LTS recevront la notification de mise à jour en août avec les versions 26.04.1, tandis que l'image ISO est disponible dès aujourd'hui pour une installation propre. Je vous recommande d'attendre. C'est le conseil, si vous avez en production des Ubuntu LTS, ne sautez pas sur la première version. C'est pas quelque chose qui, je trouve, personnellement, j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. Et le fait d'attendre quelques semaines, ça passe plutôt bien. Bon, je crois que je me suis fait un peu calculer. Les chiens ont aboyé. Selon un bulletin du Centre canadien pour la cybersécurité publié ce 22 avril, hier, l'AV26379, l'éditeur N8N a diffusé plusieurs avis de sécurité couvrant des vulnérabilités dont certaines critiques. Ça touche de multiples versions de la plateforme d'automatisation. 7 produits ou composants sont concernés. N8N MCP Client Registration, N8N Dynamic Node Parameters, N8N XML Node Prototype Pollution, N8N XML Webhook, N8N SQL Mode of Merge Node, N8N MCP OAuth Client et N8N Python Task Runner. Et le Centre de la cybersécurité canadien recommande à l'ensemble des utilisateurs et administrateurs de consulter les pages N8N Security et d'appliquer sans délai les mises à jour correspondantes. D'après un article publié sur Qubik, les chercheurs de Rapid7 ont identifié en mars un nouveau ransomware baptisé Kyber. Déployé sur un même réseau en 2 variantes, l'un pour Windows, l'autre pour VMware ESXi, ils partagent le même identifiant de campagne et la même infrastructure de rançon via Tor. Sur Windows, la chaîne technique combine AES-CTR pour le chiffrement des fichiers, tandis que les clés sont protégées par Kyber 1024, un algorithme de cryptographie post-quantique associé à X25519. L'algorithme post-quantique n'intervient donc pas dans le chiffrement des données, mais dans le verrouillage des clés de chiffrement. Le ransomware supprime ensuite les volumes shadow copy, désactive les options de réparation du démarrage, efface les journaux d'événements, vide la corbeille et coupe plusieurs services liés à SQL, Exchange et aux sauvegardes. Il va arrêter aussi les machines Hyper-V pour limiter les possibilités de restauration. Et la variante Linux cible ESXi et ça s'appuie sur un schéma plus classique fondé sur SHA-8 pour le chiffrement des fichiers en RSA 4096 pour la protection des clés avec un arrêt des machines virtuelles et un affichage de notes de rançon sur les interfaces d'administration. Rapid7 souligne que le recours à Kyber 1024 reste rare dans l'écosystème du ransomware,
sans changer pour autant les perspectives de récupération des victimes sans la clé privée des attaquants. Alors, un article sur les avancées sur les modèles chinois. Il y a un laboratoire chinois qui s'appelle Moonshot AI qui a publié Kimi K2.6. C'est un modèle open weight orienté code et agent autonome qui dévance Claude Opus 4.6 et GPT 5.4 sur plusieurs benchmarks de codage. Sur SW Bench Pro, des tests de résolution d'issue GitHub réels, K2.6 obtient 58,6 points contre 57,7 pour GPT 5.4 et 53,4 pour Claude Opus 4.6. Sur Deep Search QA, Q2.6 atteint 83 contre 80 et 63,7 pour les concurrents, et sur Terminal Bench 2.0, K2.6 va afficher 66,7 face à 65,4 concernant Claude Code. L'architecture repose sur une mixture ce qu'ils appellent un jeu de paramètres totaux de 1000 milliards de paramètres, et il y en a 32 milliards qui sont activés par token. Une fenêtre de contexte de 256 000 tokens et une quantification INT4 entraîne en boucle fermée offre une inférence d'envoi 2 fois plus rapide que FP16, et K2.6 tourne lors de la sortie sur des langages LLM, SGLang, K-Transformer et OpenRouter, via un endpoint compatible avec les SDK d'OpenAI et Anthropic. Les poids sont publiés sur Hugging Face sous licence Modified MIT avec réutilisation de code de modélisation sur DeepSeek V3, mais les données d'entraînement, la recette complète et le pipeline d'évaluation ne sont pas divulgués. Ce qui distingue K2.6 d'une démarche conforme à l'Open Source Initiative, en INT4, le modèle pèse environ 594 Go et requiert au minimum 4 GPU H100, 80 Go avec un coût cloud estimé entre 8 et 12 000 $ par mois. L'essentiel des évaluations a été produite par Moonshot lui-même, même sur son framework interne adapté de SW Agent sans reproduction indépendante à ce stade. Alors pourquoi j'ai retenu cet article qui est un peu velu ? C'est qu'on est en train de voir on parle beaucoup de Claude, avec son Claude Mythos et tout ce qui va autour, mais à côté, nos confrères chinois, ils avancent. Et ils avancent plutôt bien, c'est pas des suiveurs, ce sont des leaders. Ça tourne devant. Alors, ce qui coûte cher, c'est le coût mensuel si vous passez par des instances type AWS et autres. Et aussi, mais si vous achetez 4 processeurs GPU H100, si vous avez la possibilité de retrouver des anciennes versions, ça commence à devenir plus qu'intéressant. Alors, un retour d'expérience de la fondation First, selon laquelle une équipe de réponse à incident, le CIRT-BS des Bahamas, s'apprête à lancer officiellement son service CyberRiff, à l'issue d'une année en phase pilote et de preuve de concept. CyberRiff offre aux moyennes et grandes organisations un accès privilégié à un bouquet de services. Ça va couvrir aussi bien du Targeted Information Sharing couvrant des plages IP publiques ou des domaines corrélés aux Threat Intelligence Sources de confiance, des alertes qui vont être ciblées sur les systèmes compromis ou les credentials qui vont fuiter. C'est passionnant, je vous laisse lire l'article. Ce que je constate, c'est qu'il y a pas mal de fonctionnalités en bêta, mais ils vont même déployer des sondes de type Honeypot préconfigurées chez les bénéficiaires. Et Emilio Smith, du CIRT-BS, souligne que le principal obstacle rencontré a été la confiance. C'est clair que mettre une sonde dans une entreprise, c'est pas naturel. Les opérateurs télécoms, fournisseurs d'infrastructures critiques et ISP identifiant mal le positionnement d'un CSORT national distinct d'un régulateur ou d'une autorité de police, et certains interlocuteurs ayant même pris l'équipe pour des scammers. L'équipe s'est appuyée sur le CyberShield du CERT Jersey pour bâtir le blueprint initial de CyberRiff, avec un appui opérationnel international apporté par la fondation First via l'initiative A4 en 2025. Une restructuration est en cours avant le lancement officiel pour ajuster les capacités de onboarding et la qualité de service. Et voilà, ce 634e épisode se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources et les références qui ont permis de créer ce flash info dans la description de l'épisode et sur le site de radiocessort.org. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Au revoir.